Pour moi aujourd'hui, en ayant fait beaucoup de vélo dans ma vie, c'est le meilleur pour moi événement que j'ai pu faire. Je ne savais pas que le Maroc était aussi beau. Je peux dire qu'à 2 heures de vol de chez nous, on peut être dépaysé totalement et vivre une aventure folle en vélo en plus. C'est des endroits, je pense que sans le Biking Man, je n'aurais pas vu. Ils connaîtront le Maroc mieux que les Marocains qui habitent au Maroc. On a l'impression de revenir 50 ans en arrière. Il y a des zones, on ne croit pas que ça existe encore. Et à perte de vue, il n'y a rien. Là, on est clairement de retour sur un univers d'exploration qui est propre à chaque Biking Man et qui est vraiment notre marque de fabrique, qui est de proposer des destinations exotiques et qui permettent de surprendre les ultracyclistes qui vont s'élancer sur la ligne de départ. Je suis venu à vélo il y a 9 ans. J'avais fait plus de 1200 km avec un vélo de voyage. C'est vraiment un pays qui m'a marqué et qui a été le début pour moi d'une transformation que j'ai réalisée en termes de voyage à vélo. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu, après le Maroc, explorer des lieux de plus en plus beaux. J'ai fait le Biking Man Skadi. Du coup, je rencontre Axel sur le camping. Je lui fais un thé à la menthe. J'avais amené de la menthe avec moi, comme j'aime le thé. Et en discutant, il me dit qu'il a dessiné des traces, qu'il avait déjà fait le Maroc 9 ans en arrière. Et en rigolant, je lui dis pourquoi pas on l'organise ensemble, je suis marocain, on part au Maroc, on se fait ça. Il me dit bah, écoute, on finit la course et on en discute. Et un jour, il m'appelle, il me dit t'es toujours partant? Je lui dis bah, pourquoi pas. Et nous voilà aujourd'hui en reco sur le Maroc. Il y a une variété ici qui est extraordinaire. On a l'impression d'être au Pérou, on a l'impression d'être dans l'Atacama au Chili, on a l'impression d'être dans le sud lipèze bolivien. Il y a plein d'univers différents à tel point qu'on a l'impression de traverser des portes et de changer de pays. En 100 km, des fois, on change 4 fois de paysage et 4 fois de topographie. Et vraiment, c'est un régal pour les yeux. C'est à la limite de l'épilepsie en fait, visuelle, tellement c'est beau. Ce que l'on peut révéler, puisque le principe du Biking Man X, c'est de ne pas savoir pour les participants la trace complète, de ne pas connaître le parcours à l'avance. Ils vont le recevoir le jour du briefing de course. La seule chose qu'on peut partager, c'est qu'il va y avoir énormément de variétés en termes de topographie, de type de revêtement, puisque le Maroc a cette particularité-là, c'est-à-dire qu'il y a de l'asphalte, il va y avoir du gravel, et il va y avoir des revêtements différents à chaque fois qui vont faire en sorte que l'expérience va être très variée et très différente. Et bah là on est sur le premier tronçon de gravel, montée difficile parce que la terre là elle est légèrement ramollie par la pluie qu'il y a eu toute la nuit, du coup ça rend pas beaucoup, avec des pourcentages à 2 chiffres. Heureusement que les paysages sont spectaculaires parce que on est tout le temps en prise, c'est assez difficile. Donc là, comme toutes les reconnaissances de parcours, on ne les fait pas forcément au meilleur moment et à la meilleure période. Là, on est en février, donc on a un climat qui est assez rugueux, assez difficile, avec des températures fraîches, on a de la neige derrière nous. En octobre, ça va être complètement différent. On va avoir bien sûr des températures beaucoup plus chaudes, moins de neige, moins de risques, je dirais, pour les épisodes climatiques, quoique, puisqu'il peut y avoir un tout petit peu de pluie. Mais en tout cas, la chaleur, je pense, sera au rendez-vous de ce Biking Man X au Maroc. Pendant la course, il fera probablement 30-35, donc ça va être un peu la fournaise. Moins de végétation, plus aride, et la piste sera plus sèche, donc ça va rendre un petit peu mieux, ça roulera mieux. Il faut prendre les bons braquets, hein, parce que ça grimpe sec. Pour les pourcentages, bien sûr qu'on peut les dire, c'est pas des surprises. Hein. Moi j'ai vu 14, 15, 16, peut-être même 17. Donc avec les mauvais braquets, il faut monter en force. Hein. On voit avec Samir qui est derrière, là, à mon avis, il doit lâcher des watts pour arriver à grimper. Hein. Sinon, il faut marcher. Du gravel, c'est énorme. C'est énorme de passer dans des petits villages, des recoins, des gens qui voient bien sûr des touristes. Mais moi d'origine marocaine, j'ai pu échanger avec les gens de petits villages et c'était juste fabuleux. Ah ouais.
Mon Dieu. Non, c'est 15% et tout, je peux pas. C'est dur, hein. Tu m'avais dit 10 max. 15 plus le revêtement. J'étais obligé de dégonfler, ça allait mieux après. Alors la marque de fabrique du Biking Manic, c'est normalement d'être l'étape reine, donc l'étape la plus verticale. Là, on l'a placée volontairement en fin de saison pour être le bouquet final, donc ça va pas forcément être la plus dure en termes d'élévation. Ça, c'est un clin d'œil pour les futurs participants, mais je pense que ça va être la plus exotique, celle qui va réserver le plus de surprises. Et il faut se préparer bien sûr de manière sérieuse avec un gravel pour pouvoir espérer rejoindre la ligne d'arrivée. Je vais rappeler un petit peu ma configuration. Moi, je suis venu avec un gravel, donc le Grax en l'occurrence d'origine, le Grax 2, qui était équipé d'une fourche. C'est pas nécessaire, c'est pas indispensable, mais là c'était pour la tester. Pneu en 40 mm idéalement parce que ça permet de passer partout, quelles que soient les conditions des pistes qui peuvent être variables en fonction du terrain. J'avais au total 15 kg de matériel, vélo compris. Entre l'eau, l'alimentation, j'étais vraiment parti en configuration Biking Man. Donc partir léger bien sûr, partir couvert également. Normalement fin octobre il fera chaud, mais il peut faire froid également parce qu'on va monter en altitude. Donc prévoir de quoi résister à des températures fraîches la nuit, plutôt que de se retrouver nu comme un verre pendant toute la course. Je pense qu'il faudrait également prendre plus que la recommandation d'usage sur le Biking Man de 1,5 litre d'eau, d'avoir un petit peu plus de capacité d'eau, puisque ça permet d'avoir plus de tranquillité pour avoir accès au ravitaillement. Et puis bien sûr, toujours stocker, donc avoir peut-être un petit sac ou de la place dans ces sacoches de bikepacking pour pouvoir stocker de la nourriture ou directement sur le cuissard pour pouvoir transporter voilà, de la nourriture qu'on peut acheter sur le chemin. Alors s'il y a un problème avec le vélo, c'est un peu la magie de l'Afrique, hein. Là on est en Afrique du Nord et en l'occurrence dès qu'il y a un problème, tout se répare. On a eu d'ailleurs sur la reconnaissance un des vélos qui a cassé avec une chaîne qui avait cassé et une patte de derrière qui a été tortue. Et ben, elle a été réparée quasiment en un quart d'heure par un Marocain qu'ils ont trouvé dans un village qui est derrière à travailler la patte, l'a tordue dans le bon sens. La seule précaution d'usage que je donne, c'est d'aller à la rencontre de l'habitant et puis de trouver des solutions localement, parce qu'il y en a toujours. C'est des gens qui ont l'habitude de vivre dans des conditions qui sont difficiles, des conditions de montagne. Donc il faut leur faire confiance. Même si on a voilà, des vélos qui ne sont pas très répandus dans le pays, je pense qu'on va forcément trouver de l'aide dès lors qu'on va voilà, à la rencontre de la population. Globalement, le ravitaillement, c'est pas très compliqué. Je dirais qu'en termes de gestion, il y a bien sûr le fait qu'on soit dans un pays étranger, donc il faut avoir les précautions d'usage de toujours stocker de la nourriture, toujours stocker de l'eau. Mais j'ai été surpris par exemple par le nombre de fontaines. Et globalement, j'ai pas trouvé que le ravitaillement et l'eau allaient être un problème, dès lors que la gestion est toujours de stocker et de s'assurer d'avoir en permanence sur soi de quoi voilà, se nourrir et boire. Ouais. Voilà. Globalement, en termes d'alimentation, c'est pareil, il n'y a pas trop de difficultés. Il y a bien sûr l'alimentation marocaine, donc il va y avoir de la crêpe, il va y avoir du tagine, il va y avoir du couscous. Pour moi, c'était surtout des omelettes à l'huile d'olive. Pour l'équipe aussi, du coup, ça a déteint. Ça, c'est une omelette. En fait, c'est des œufs brouillés, hein, mais ils les brouillent pas trop, tu vois. Et des petits bsla. Et même des oignons. Ah ben pour ceux qui aiment les bons légumes bien sucrés et de bons fruits, des bons jus, des jus de banane. J'ai vu que l'équipe a découvert le jus de banane. Bref, si les participants prennent le temps, il y a vraiment la possibilité de se régaler voilà, le midi, le soir. Également en termes d'infrastructures, moi j'ai été assez surpris. Il y a à la fois des infrastructures très simples en termes d'hôtellerie, mais il y a des infrastructures aussi qui sont très confortables et qui proposent cette expérience typique du Maroc. Je vais reprendre un peu les termes de Serge, qui est pour la première fois nous a accompagnés sur une reconnaissance, qui est le marshal des épreuves Biking Man Origine, qui m'a dit c'est dommage, ça serait dommage cette épreuve, cette finale, de la faire en moins de 3 jours, c'est-à-dire de la faire en mode non-stop. Tous les participants qui vont ne pas dormir sur cette épreuve vont manquer énormément de choses en termes de paysages et d'expériences culturelles et je le partage. Alors ça c'est clair que le rituel du thé, nous on l'a vécu du matin jusqu'au soir et il faut pouvoir quelque part quand on vous offre le thé, il ne faut jamais dire non, il faut toujours dire oui. Moi c'est un adage que j'utilise dans ma vie au quotidien et là clairement il y a la possibilité de boire à la fois souvent du thé et d'échanger en permanence avec les Marocains, ça fait partie de l'expérience. Dès qu'on commence à goûter le thé dès les premiers kilomètres, on cherche chaque fois à s'arrêter, à boire un thé, pas pour se réchauffer mais vraiment pour avoir cette ambiance, ce folklore.
De manière générale, côté logistique, pour pouvoir gérer sa course au Maroc, on va bien sûr proposer aux participants d'aller dans des endroits très reculés, très ruraux. C'est de faire confiance à la population, d'aller solliciter leurs conseils, solliciter leur aide s'il y a besoin d'informations pour trouver un hôtel, de l'information pour trouver de quoi manger, de l'information pour pouvoir réparer son vélo. Il faut faire confiance aux locaux. La culture est vraiment accueillante, c'est des gens qui cherchent systématiquement à aider, qui sont curieux quand on arrive à vélo et puis qui ont l'habitude aussi de voir des touristes traverser le pays de différentes manières, en moto, en 4x4. Donc ils ont un peu cet esprit de raid qu'on partage avec le championnat Bikingman Origin. Et je pense que les aventurières et les aventuriers qui vont s'élancer sur cette épreuve finale eh bien, vont ressentir ça entre la difficulté du parcours mais l'accueil chaleureux des Marocains. Clairement, ça va être une expérience inoubliable. Alors pour les participants francophones, ils vont avoir un avantage par rapport aux anglophones, c'est qu'il y a une majorité de Marocains qui parlent français, en tout cas sur le parcours qu'on a construit. Donc je vais encourager les étrangers qui ne parlent pas français à pratiquer un petit peu leur français parce que ce sera leur possibilité pour eux de pouvoir échanger avec les locaux. On va le découvrir de kilomètre en kilomètre que c'est complètement différent. On part de Marrakech où on ne porte pas d'importance aux touristes. Et plus on va s'enfoncer dans le pays, et plus on va voir que les gens sont heureux de voir des étrangers arriver chez eux. Ils vous courent à côté du vélo, certains vous demandent des choses pour rigoler, mais il ne faut pas hésiter à s'arrêter et à parler avec eux parce que c'est là où on découvre autre chose.